Bonjour tout le monde, bienvenue sur FabiPop. Ici, on parle dans la bonne humeur et le respect de pop culture. Séries cultes, films marquants, grands classiques, comédies musicales et des célébrités que j'adore. Pour ce premier épisode, je vous emmène à la rencontre de la femme qui a bouleversé ma vie et dont on fête cette année les 100 ans, la seule et unique Marilyn Monroe. C'est parti pour le premier épisode de FabiPop. Marilyn Monroe. Rien que ce nom fait rêver des millions de personnes. Tout d'abord, on pense à cette blonde platine, à ses lèvres écarlates, aux poses sexy, à la robe blanche flottant tout autour d'elle, à son poupou-pidou, ainsi qu'à son interprétation de la chanson Diamonds Are a Girl's Best Friend. Et pourtant, derrière tout ça se cache une femme qui n'est pas vraiment connue. Pour certains, Marilyn Monroe est une victime, une femme triste, seule, qui s'est soit suicidée, soit qui a été tuée par la famille Kennedy. Pour d'autres, c'est juste un sex symbole. C'est triste, mais c'est comme ça. C'est presque peine perdue d'essayer de faire changer d'avis les gens à ce sujet. Mais pour moi, Marilyn Monroe est bien plus que cela. C'est une femme forte, une femme qui s'est battue pour ses idées, une femme qui est avant toute chose humaine, comme nous, pauvres mortels, qui a eu ses hauts et ses bas, et qui a fait son maximum pour vivre sa vie comme elle l'a pu. Je suis né plus de 20 ans après la mort de Marilyn Monroe. Je n'ai donc pas vécu la frénésie qu'elle a suscitée de son vivant, et la vague de tristesse à l'annonce de sa mort au matin du 5 août 1962. Mais pourtant, j'ai bel et bien rencontré Marilyn Monroe, à ma manière, durant mon enfance. Tout d'abord, l'image de cette femme avec sa robe blanche flottant tout autour d'elle, au-dessus d'une bouche de métro, est ancrée dans la pop culture. Cartes postales, affiches, sosies et bien plus, je suis certain que j'ai dû voir cette représentation très tôt dans mon enfance. Mais c'est durant l'été 1996 que j'ai eu la révélation qui allait changer toute ma vie. En vacances chez mes grands-parents, dans une petite commune française nommée Crépon, dans le département du Calvados en Normandie, nous regardions la télé le soir avec mes cousins et mes grands-parents. Alors attention, ce n'était pas une télé grand écran en couleur. C'était un petit poste avec une dizaine de touches sur le côté, sur lesquelles il fallait appuyer pour changer de chaîne. Ce que nous regardions était en noir et blanc. L'écran était minuscule, et pourtant, il ouvrait une immense fenêtre sur les divertissements de nos soirées. Cet été-là, sur la première chaîne française TF1, deux chanteurs Sheila et Dave présentaient une émission nommée SLC Salut les copains, en hommage au magazine de Claude François, qui partageait les informations musicales des artistes de l'époque. Mais là, des petits documentaires nous partageaient des images d'archives de différentes décennies, dans l'ordre chronologique. Et lors d'une de ces émissions, l'année 1962 a été abordée. Alors je ne vais pas vous faire un récapitulatif, un cours d'histoire ou de politique, ce n'est vraiment pas le but, mais ce qui a retenu mon attention, c'est le petit reportage sur la mort d'une actrice hollywoodienne dans l'année du 4 au 5 août 1962, seule dans sa maison d'un quartier calme de Los Angeles, et cette femme c'était Marilyn Monroe. Je me souviens de ces images d'archives, notamment celle du brancard transportant le corps de l'actrice. Alors petit moment de vérité, on nous montre très souvent des photos et des vidéos du brancard sortant d'un bâtiment avec des grandes portes-fenêtres, présentées comme si le corps quittait la résidence de l'actrice. Or, sa maison de Brentwood ne possédait pas ce type de porte. Ces images ont été probablement filmées dans le bâtiment de la morgue. Revenons-en maintenant au documentaire de 1996, qui en plus de ces images montre également des extraits de certains de ses films. Et là, assis au pied du meuble télé, je la vois, en noir et blanc, dans un halo de lumière qui l'enveloppe, vêtue d'une robe si transparente qu'elle aurait pu être nue. Marilyn chantait « I Wanna Be Loved by You », chanson du film Some Like It Hot, certains l'aiment chaud en français. Et elle semble s'adresser directement à moi. Elle voulait que je l'aime. Je n'ai pas vu le côté sex symbole et je n'ai pas ressenti d'attraction sexuelle. Ce que je voyais, c'était un regard tendre, un visage agréable, des cheveux blonds flamboyants, une peau qui devait être tellement douce. Ce n'était pas un symbole sexuel que j'avais devant moi, mais une femme fragile, rassurante, pleine de douceur. Et à ce moment-là, je suis tombé sous le charme de Marilyn. Voilà comment j'ai rencontré Marilyn Monroe. Pas d'internet à l'époque. Si je voulais avoir la chance de trouver quelque chose au sujet de Marilyn, il me fallait en parler avec mes parents, regarder dans un dictionnaire et aller à la bibliothèque de ma ville à mon retour de vacances. Et c'est ce que j'ai fait. Très vite, j'ai rassemblé des informations à son sujet, des photocopies de livres, des enregistrements audio sur mes cassettes audio, des photos découpées dans les magazines. Je suis même allé au bureau de mon père pour aider à des tâches simples. Le deal, c'était que pour chaque journée à aider mon père, il m'autorisait à choisir quelque chose à la Fnac à côté de son bureau. Et cet été-là, j'ai réussi à avoir la cassette vidéo, autrement appelée VHS, du film Some Like It Hot, certains l'aiment chaud, un magnifique livre rempli de photos de Marilyn, et rien à voir, le double album History, Past, Present and Future de Michael Jackson. C'est aussi durant cet été, une fois revenu chez mes parents, que j'ai regardé le téléfilm Terre Indigo en couleur sur la télé,
mais aussi enregistré les films de Marilyn qui étaient diffusés sur Arte. Alors il y avait Gentlemen Prefer Blondes, Les hommes préfèrent les blondes, River of No Return, La rivière sans retour, et Niagara. Malheureusement pour moi, ma VHS longue durée n'était pas assez longue et je n'ai pas eu la fin du film Niagara. Heureusement, j'ai quand même eu la dernière scène dans laquelle Marilyn apparaissait. Je pourrais vous raconter tellement d'anecdotes liées à Marilyn. Comme par exemple le livre que j'ai vu dans une librairie de La Rochelle, que mes parents n'ont pas pu m'acheter et que j'ai trouvé des années plus tard après plusieurs recherches. Il y a aussi mon véritable parcours du combattant pour marcher jusqu'au centre-ville de la ville d'Angers, dénicher la VHS de Niagara à la Fnac, rentrer chez la famille de ma mère qui nous hébergeait pour chercher mon père, puis refaire tout le trajet jusqu'à la Fnac avant de rentrer enfin triomphant. Une vraie épopée. Je me souviens aussi de mes efforts de persuasion pour acheter la poupée Marilyn portant la robe blanche de 7 Year Itch, 7 ans de réflexion, ainsi que mon achat du numéro de février 1997 du magazine Playboy, où Marilyn faisait la couverture. Et je tiens à préciser, habillée. J'avais moins de 15 ans et j'étais pas vraiment prêt à ce que j'allais voir à l'intérieur. Et j'ai déchiré toutes les autres pages pour ne garder que celle dédiée à Marilyn. Je me souviens aussi d'une connaissance de mes parents, Anne, qui me donnait des cours de maths car j'étais vraiment nul dans cette matière et ça n'a pas vraiment changé. Elle avait ce livre Marilyn inconnue du photographe George Barris. Ce photographe a immortalisé la star quelques semaines avant sa mort avec des clichés où elle portait les chemises Pucci que j'ai pu voir un peu plus tard dans ma vie ou encore un cardigan en laine pour une séance photo sur la plage. Un jour, à la fin d'une leçon, Anne me l'a donné et lorsque j'ai voulu lui rendre, elle me l'a offert. Tout ce que je voyais qui était lié à Marilyn, il me le fallait. À 11 ans, j'étais le membre le plus jeune du fan club français de Marilyn Monroe, fondé par Marie Belzunce. Mes parents ont payé mon abonnement pendant des années et je l'ai renouvelé moi-même jusqu'à ce que Internet arrive et révolutionne tout. Le groupe est toujours disponible sur Facebook si vous le cherchez. La plus belle expérience que j'ai pu vivre grâce au fan club Marilyn Monroe, c'est la visite de Christie's à Paris, le vendredi 8 octobre 1999. Christie's est la filiale française de la maison de vente aux enchères internationales, Christie's, spécialisée dans la vente d'œuvres d'art et d'objets de collection de prestige. Je serai toujours reconnaissant à Marie, ainsi qu'à mon père qui m'a fait un mot d'excuse pour le collège et qui m'a accompagné. Ce jour-là, c'est avec beaucoup d'émotion et aussi de timidité que je suis allé à Paris avec mon père pour retrouver les autres membres du fan club, afin de voir de nos propres yeux les vêtements et les objets ayant appartenu à Marilyn chez Christie's avant qu'ils ne soient vendus. J'ai pu voir la robe qu'elle portait pour l'anniversaire du président Kennedy, mais aussi ses vêtements personnels. Sur toute une rangée, sur des cintres, les vêtements Pucci étaient présentés. Elle portait d'ailleurs l'une de ses chemises en soie pour l'une de ses dernières séances photos, notamment celle avec George Barris dont j'ai parlé un peu plus tôt. Discrètement, j'ai pu toucher du bout des doigts cette chemise et je m'en souviendrai toute ma vie. J'ai pu voir ses jeans, ses robes, des bottes du tournage du film de Misfits, Les Désaxés, ses livres, des objets en tout genre. Mais il y avait aussi son Golden Globe, reçu en 1960 pour meilleure actrice dans une comédie ou une comédie musicale, pour son rôle dans Some Like It Hot, certains l'aiment chaud, mais aussi sa Crystal Star, reçue en 1959 pour meilleure actrice étrangère pour The Prince and the Showgirl, Le Prince et la Danseuse. Ce moment à Christie, c'était un moment fabuleux que j'ai pu prendre en photo avec mon appareil photo. Et oui, l'iPhone à l'époque, ça n'existait pas encore. Et je me souviens que mon père m'a acheté l'épais catalogue de la vente aux enchères qui trône dans ma collection de livres dédiés à Marilyn. À Noël 2002, j'ai pu m'acheter le coffret des 13 DVD que je voulais tant. Les plus grands films de Marilyn y sont, ainsi qu'un documentaire inédit au sujet du dernier film inachevé que l'actrice a fait. Je suis d'ailleurs obsédé par ce film. Et les années passent. Je collectionne les films, les livres, les cartes postales, tout ce qui touche à Marilyn m'intéresse. J'écoute ses chansons, je regarde ses films. J'ai passé des heures à lire les livres anciens comme nouveaux qui lui sont dédiés, mais aussi à regarder les documentaires et émissions. Je me suis fait mon opinion sur différentes choses concernant Marilyn. Et pour qu'elle ne me quitte jamais, je me suis même fait tatouer une empreinte de lèvres rouges au poignet, comme un baiser figé à jamais dans ma peau. Et il n'y a pas très longtemps, mon compagnon m'a tatoué sur la cheville le visage de Marilyn lors de la scène de Some Like It Hot où je l'ai découverte. L'année dernière, pour fêter mes 40 ans, nous sommes allés à Los Angeles et j'ai pu me recueillir devant le caveau mural de Marilyn, ainsi que dans l'allée menant jusqu'à sa dernière demeure à Brentwood. Je suis quelqu'un de très émotif et je vous assure, je pleure souvent quand je suis ému pour tout et pour rien. Mais là, je n'ai pas pleuré. Je voulais absolument pas perdre une seule seconde de ce moment. C'était irréel. J'étais là où Marilyn avait vécu, même quelques mois. Et ce moment est encore plus spécial, car dans cette discrète allée, je me suis fiancé. Je ne pourrai jamais oublier ce moment. Alors bien entendu, du haut de mes 11 ans et jusqu'à l'âge adulte, il y a beaucoup d'aspects de la vie de Marilyn, ainsi que de la femme que je ne connaissais pas, ou que je ne comprenais pas. Maintenant,
Je sais que je l'aime car elle est touchante, car elle est belle, surtout au naturel. Bien qu'on dise le contraire, Marilyn est une femme forte, une femme qui a pris des décisions drastiques pour sortir du schéma créé par les studios. Et à l'aube des années 60, le système des studios, qui tenait acteurs et actrices sous contrat, à leur merci, pendant des périodes pouvant aller jusqu'à 7 ans, s'est effondré. Et pourtant, cette chute n'a pas suffi à rétablir l'équilibre. Les actrices et les minorités ont dû continuer à se battre pour obtenir de meilleurs salaires, une véritable reconnaissance et le respect qui leur était dû dans l'industrie cinématographique. Et c'est toujours une bataille actuelle. Dès ses débuts, Marilyn Monroe a existé à travers le regard des hommes, ceux qui faisaient les films, ceux qui dirigeaient les studios, ceux qui étaient derrière leurs appareils photo, ceux qui fantasmaient en la regardant sur grand écran ou dans un magazine. Et pourtant, c'est elle-même qui s'est créée, c'est elle-même qui a tenté de mener sa carrière d'actrice dès qu'elle l'a pu. Et ça, on oublie souvent de le rappeler. Mais qui est Marilyn Monroe ? Qui est cette femme qui a fait rêver et qui continue de faire rêver des millions de personnes à travers le monde ? Alors je ne vais pas vous le cacher, je ne vais pas vous faire une énième présentation de son enfance compliquée, de ses débuts de starlet et de sa carrière. Wikipédia est là et cela a déjà été fait par beaucoup de monde, notamment dans d'autres podcasts et dans divers documentaires. Pour ma part, j'ai plutôt envie de partager avec vous des détails qui ne sont que très rarement partagés. Marilyn était une très grande travailleuse. On parle souvent de ses retards, de ses caprices ou du fait qu'elle était ingérable durant le tournage de ses derniers films. Mais ce qu'on oublie de dire de Marilyn, c'est que c'était aussi une grande bosseuse. Bien avant de devenir super connue, elle prenait des cours de théâtre et avait même réussi à faire engager sa coach d'art dramatique par la 20th Century Fox. Quelques années plus tard, elle a pris des cours de théâtre très régulièrement à l'Actors Studios à New York, menés par Lee Strasberg. Elle souhaitait être parfaite et se mettait dans tous ses états car elle voulait arriver à la perfection. Sur les scripts des films qu'elle a faits, elle faisait plusieurs annotations pour aborder son personnage, pour le ton à mettre ou l'intention. Il faut également rappeler que Marilyn avait pleinement conscience d'être exploitée par la 20th Century Fox, avec laquelle elle était sous contrat. Sa carrière commence véritablement à prendre son essor avec le film Niagara de Henry Hathaway, un film dans lequel son jeu d'actrice est enfin mis en valeur. Pour une fois, elle incarne une femme manipulatrice, prête à faire assassiner son mari avec l'aide de son amant. Pourtant, l'image de la sublime blonde est déjà en train de s'ancrer durablement dans l'imaginaire collectif, notamment à travers des célèbres plans où Marilyn est filmée à 2 reprises, marchant de façon lascive. Les rôles de Lorelei Lee dans Gentlemen Prefer Blondes, Les hommes préfèrent les blondes, et de Paula DeBevoise dans How to Marry a Millionaire, Comment épouser un millionnaire, la cantonnent ensuite à des figures de blondes ingénues. Tout se passe alors comme si les dirigeants de la Fox avaient volontairement rétrogradé Marilyn, la rendant plus sympathique, plus sensuelle et surtout plus accessible au regard masculin. Et ne parlons pas de son rôle dans The River of No Return, La rivière sans retour, ou encore dans There's No Business Like Show Business, La joyeuse parade, où son rôle a clairement été ajouté à l'intrigue juste pour la montrer à l'écran. Marilyn tire quand même son épingle du jeu dans 7 Year Itch, 7 ans de réflexion, où elle campe une jeune femme venue à New York pour lancer sa carrière et qui se fait lourdement draguer par le voisin marié vivant dans l'appartement d'en dessous. Dans ce film, elle est encore la blonde ingénue, mais on sent que quelque chose commence à changer, que ce n'est plus une Lorelai ou une Paula. Et pour cause, après avoir tenu tête à la Fox plusieurs fois pour ne pas tourner dans des films qui la campaient comme la blonde, Marilyn s'envole pour New York, disparaît du regard public et commence à préparer la suite de sa carrière avec l'aide du photographe Milton Green. Ce que l'on oublie trop souvent de rappeler, c'est que, malgré son image de blonde irrésistible et naïve, Marilyn n'aimait pas cette caricature. Elle aspirait à explorer des registres différents, à jouer des personnages qui la faisaient réellement vibrer et lui permettaient d'exprimer sa vraie dimension d'actrice. Marilyn était une lectrice passionnée et curieuse. Elle lisait des auteurs exigeants et profonds. Dans les livres dans le catalogue de Christie's que j'ai toujours, nous pouvons voir qu'elle avait le livre de Albert Camus, The Fall, La Chute, Madame Bovary de Gustave Flaubert, mais aussi John Steinbeck, Il était une fois une guerre. Elle lisait aussi James Joyce, Fyodor Dostoïevski, Rainer Maria Rilke ou Sigmund Freud. Je suis certain que nous sommes nombreux à ne pas avoir lu l'œuvre de certains de ces auteurs. J'imagine que ces lectures n'étaient pas seulement un passe-temps pour elle, elles nourrissaient sa réflexion, sa sensibilité et son travail d'actrice. Marilyn prenait des notes, écrivait ses pensées et annotait ses livres dans les marges, tout comme elle le faisait avec ses scripts, cherchant à comprendre ses personnages et à enrichir ses performances par une véritable exploration intellectuelle. Cette facette de sa vie révèle une Marilyn bien différente de l'image superficielle que le cinéma et la presse ont souvent imposée. C'était une femme intellectuelle, curieuse et en quête de sens, en quête de savoir. D'ailleurs, malgré l'image que les studios ainsi que le public avaient d'elle, Marilyn aspirait à d'autres rôles. Elle a partagé vouloir jouer dans le film The Brothers Karamazov, les frères Karamazov, d'après le livre de Dostoïevski. Elle rêvait d'interpréter Grushenka, qui est un rôle tragique, passionné, tourmenté et moralement ambigu.
C'était loin, très loin des personnages de Lorelai de Gentlemen Prefer Blondes ou de la fille de 7 Year Itch. Ce personnage aurait totalement permis à Marilyn de briser l'image de blonde ingénue. Et évidemment, nombreux sont ceux qui se sont moqués de l'inspiration de Marilyn à vouloir jouer ce type de rôle. En février 1956, le Time Magazine publie un article rapportant qu'au cours d'une conférence de presse, un journaliste lui demande si elle souhaitait toujours jouer les frères Karamazov à Broadway. Sentant sans doute la moquerie venir, elle aurait répondu qu'elle ne voulait pas interpréter les frères Karamazov, mais Grushenka, rappelant avec malice qu'il s'agissait d'un rôle féminin. Finalement, elle ne jouera jamais le rôle. Cependant, si vous souhaitez voir Marilyn jouer des rôles dramatiques où elle excelle, je vous recommande 3 films. Le tout premier date de 1952, avant l'envolée de sa carrière. Dans le film Don't Bother to Knock, Troublez-moi ce soir, Marilyn incarne une jeune femme psychologiquement fragile, isolée et instable, révélant pour la première fois une intensité dramatique sombre et dérangeante. Il y a aussi le film Bus Stop, Arrêt d'autobus, où elle interprète Sherry, une chanteuse vulnérable et lucide qui refuse d'être possédée, affirmant sa dignité et sa liberté face au désir masculin d'un cow-boy qui ne connaît absolument rien aux femmes. Et finalement, son dernier film achevé, The Misfits, Les Désaxés, écrit par son 3e mari, le dramaturge Arthur Miller. Marilyn est Roselyne, une femme blessée, en quête d'amour et de sens, perdue dans un monde brutal, offrant son portrait le plus nu, mélancolique et profondément humain. Une autre chose qui est répétée encore et encore, c'est que Marilyn ne connaissait pas son père et qu'elle a passé sa vie à le chercher. Le père de Marilyn Monroe s'appelait Stanley Gifford, un ancien collègue de sa mère, Gladys, qui travaillait elle comme monteuse dans le studio de cinéma RKO. Les années 20 étaient une période de libération, de fêtes effervescentes et d'insouciance, où la joie et le fun régnaient sur la vie quotidienne. Cette effervescence sociale favorisait des relations souvent éphémères, marquées par le plaisir du moment plutôt que par la stabilité. Et c'est peut-être pourquoi Stanley Gifford n'a pas souhaité reconnaître l'enfant. Nous pensions que Marilyn ne connaissait pas son père. Cependant, une carte était retrouvée dans les affaires de l'actrice, et sur celle-ci, Stanley Gifford lui souhaitait un bon rétablissement suite à une opération. Cette carte montre donc bien que Marilyn le connaissait, mais qu'elle entretenait une certaine relation avec lui. Stanley Gifford est quand même resté très discret quant à cela durant toute sa vie et jusqu'à sa mort, même si les rumeurs étaient bien présentes, notamment dans certains ouvrages au sujet de Marilyn. Je pense notamment à la biographie de Donald Spoto, qui était mon tout premier livre au sujet de la vie de Marilyn. C'est grâce à des tests ADN publiés entre 2021 et 2022 que la paternité de Stanley Gifford a été confirmée avec une forte certitude. Et cette découverte est le fruit de l'enquête menée pendant 3 ans par François Pomès, qui, en s'appuyant sur les avancées de la génétique et l'analyse des mèches de cheveux authentifiées de Marilyn, a permis d'identifier les descendants de Gifford et de lever l'un des derniers secrets de l'actrice. Et si vous souhaitez en savoir plus à ce sujet, je ne peux que vous recommander le livre de François Pomès, Marilyn Monroe, son dernier secret, pour en savoir un peu plus. Et ce qui est aussi important de partager est ce qu'était vraiment la vraie Marilyn. Elle était souvent dépeinte comme fragile, triste, mélancolique, anxieuse, dépressive, victime des studios. Pourquoi devons-nous l'enfermer dans cette catégorie ? Sommes-nous nous-mêmes que certains adjectifs durant toute notre vie ? L'être humain est tellement complexe et il est impossible pour moi de penser à Marilyn n'ayant que ses états d'âme. L'un de ses amis, Norman Roston, poète, romancier et dramaturge américain, a partagé plusieurs facettes de la femme dans son livre Marilyn, Ombre et Lumière, que je vous recommande. Il rencontre Marilyn Monroe dans la cuisine de l'appartement new-yorkais de Lee Strasberg et il découvre une femme simple et sincère. Cette rencontre fortuite marque le début d'une relation de confiance et de proximité. Dans son livre, il nous partage un portrait intime, tendre et nuancé de Marilyn, fondé sur le moment qu'il a passé avec elle et sur leur amitié. Et grâce à ses propres observations, il nous montre une femme pleine de charme, d'humour, de curiosité et de poésie. Il confirme certes ses fragilités, ses doutes constants, ses contradictions entre l'image que nous avons d'elle, superstar blonde et sexy, et ce qu'elle était vraiment au fond d'elle. Et ce qui m'a touché, c'est que dans son livre, Norman Roston la décrit comme drôle, joyeuse, capable d'élan humain sincère, émotive, et ça, c'est très rare. Souvent dans les documentaires, les intervenants la décrivent comme dépressive, renfermée sur elle-même, morose, mais Marilyn n'était clairement pas que cela. Et avoir des témoignages nous montrant toutes ces facettes, ça fait vraiment du bien. Et comme nous pouvons avoir toutes les émotions et attitudes, il partage aussi que Marilyn pouvait avoir des explosions de colère, qu'elle pouvait se fâcher après ses collaborateurs, des réalisateurs ou assistants. Elle pouvait aussi faire des remarques piquantes, répondre de manière sarcastique. Mais comme vous et moi, n'est-ce pas ? Cela m'a toujours choqué qu'on la catégorise directement avec quelques adjectifs, comme si un être humain ne pouvait qu'être joyeux ou triste, heureux ou dépressif.
C'est comme si je prenais une personne de mon entourage et que je lui disais « Une fois que tu ne seras plus là, tout le monde dira que tu étais une victime. Tout le monde dira que tu étais dépressif. Tout le monde dira que... » Je trouve ça tellement choquant. Et je vous recommande alors ce livre, Marilyn, Ombre et Lumière, mais aussi celui de son masseur personnel et aussi ami, Ralph Roberts. Cet homme était acteur, masseur, et il rencontre Marilyn Monroe lui aussi à New York. Une profonde amitié naît entre eux, de 1959 à 1962, et Ralph devient un confident très présent, protecteur de sa vie privée, partageant son quotidien et fréquentant son entourage artistique et politique. Des années après la mort de l'actrice, lassé des contre-vérités racontées sur elle, il décide d'écrire son expérience avec Marilyn, et ce n'est que quelques années après que son livre est édité. C'est un témoignage sincère et rare sur les dernières années de Marilyn, révélant une femme sensible, lucide, optimiste et pleine de projets, dont la vie a été brutalement interrompue. Lire le livre de Ralph Roberts, avec pour titre Mimosa, Memories of Marilyn and the Making of the Misfits, fait tellement plaisir. Nous sommes loin de l'image parfaite que les studios se vendaient de Marilyn, que la presse et les gossips voulaient nous faire croire. Marilyn la femme, un être humain, avec toutes ses facettes, ses humeurs, ses joies, ses peines, sa vie, tout simplement. Les mensonges, les manipulations, les histoires créées pour amener la lumière à soi, cela m'ennuie profondément. Tony Curtis, l'acteur, a écrit qu'il avait eu une aventure avec Marilyn, qu'elle était soi-disant enceinte de lui. Je n'y crois absolument pas, surtout avec la réputation qu'il a dans le monde du cinéma. D'ailleurs, il est tellement facile de dire ce genre de choses quand plus personne n'est là pour témoigner. Tony Curtis est d'ailleurs connu pour exagérer et dramatiser ses souvenirs. Alors par contre, ça n'enlève rien son talent d'acteur. Et je ne parle même pas de Colin Clark, qui a écrit son livre sous forme de journal pour raconter son expérience dans l'équipe de tournage du film The Prince and the Showgirl, Le Prince et la Danseuse, lorsque Marilyn est venue en Angleterre en 1956. Dans ce livre, une semaine manquait. Quelques années plus tard, il sort My Week with Marilyn, Ma semaine avec Marilyn, pour raconter son rapprochement avec l'actrice et leur liaison rapide. Ce qui me rend encore plus triste dans tout ça, c'est que Hollywood décide d'adapter ce livre au cinéma, fondé sur des événements qui n'ont même pas existé, qui ont été prouvés comme inventés de toutes pièces, notamment avec les agendas et autres notes de production du tournage. Cependant, l'actrice Michelle Williams a su partager certaines mimiques et a fait preuve de mimétisme. Bravo à elle. Cependant, pour moi, l'histoire est à revoir. Il y a aussi le film Blonde, sorti sur Netflix il y a quelque temps, qui est visuellement beau. Les décors, les costumes, les reconstitutions sont vraiment incroyables. L'actrice Ana de Armas est fabuleuse, mais évidemment, Marilyn est décrite comme forcément folle, dérangée, anxieuse, susurrant chaque parole, ne sachant pas s'affirmer. Et je ne parle même pas des scènes érotiques glaçantes, des séquences montrant des avortements, ou même celles où nous voyons des fœtus qui parlent à Marilyn, comme pour représenter sa culpabilité et ses traumas. Je suis tellement en colère que le réalisateur et son équipe aient recréé une photo de Marilyn nue dans son lit, comme le cliché pris le matin du 5 août 1962, montrant Marilyn Monroe morte dans son lit. Toute la fin de ce film a été tournée dans la vraie maison de Marilyn, à Brentwood, et ça m'écœure tellement de savoir qu'ils ont fait ça dans sa maison, avec des scènes complètement absurdes à milieu de ce qu'elle a pu y vivre. J'ai malheureusement l'impression que Marilyn ne sera jamais appréciée pour ce qu'elle était vraiment. Il y aura toujours des personnes pour vouloir partager le faux, s'approprier quelque chose d'elle pour faire parler, pour faire le buzz. Tout comme Kim Kardashian, qui s'est proclamée dans sa télé-réalité Shapeshifter, et qui a suivi un régime strict, en mangeant très peu, pour entrer en quelques semaines dans la célèbre robe que Marilyn portait pour l'anniversaire du président Kennedy en 1962. Alors contrairement à ce qu'on raconte, cette robe n'a pas été cousue sur Marilyn. Certes, elle a été ajustée sur elle pour épouser ses formes et permettre à ce que les cristaux soient bien placés aux bons endroits, mais elle n'a pas été cousue sur elle. Comment l'a-t-elle enfilée dans ce cas ? Eh bien avec une fermeture éclair dans le bas du dos, tout simplement. Et c'est d'ailleurs cette fermeture éclair que Kim Kardashian n'a jamais réussi à fermer, et qu'il l'a obligée de porter un manteau de fausse fourrure blanc pour cacher la fermeture. Et je trouve ça tellement dommage de se vanter de faire un régime drastique pour entrer dans une robe pour finalement ne même pas arriver à son but. Et selon moi, cela ne donne pas un très bon exemple aux hommes et aux femmes dans le monde entier. Et ce qui m'attriste le plus, c'est l'état dans lequel elle a rendu la robe. Elle aura beau dire que la robe n'a subi aucun dommage, les photos des fans de Marilyn, qui ont pu voir la robe dans des expositions avant l'événement et après l'événement, ont clairement pu démontrer que des cristaux manquaient, que le tissu était abîmé, voire même déchiré à certains endroits. Et tout ça pourquoi ? Pour la gloire de monter l'escalier du Met Gala devant les journalistes. On m'a dit qu'il fallait que j'accepte que les robes de Marilyn soient portées. Alors dans le cas où ce sont les robes de ces films, sachant qu'à l'époque, toutes les robes étaient souvent utilisées pour d'autres productions et d'autres événements, cela ne me fait rien du tout. Ces robes n'étaient rien pour Marilyn, c'était juste des tenues pour son travail.
Mais lorsqu'il s'agit de ses vêtements personnels, achetés avec son propre argent pour elle-même, là, ça me dérange. Surtout si on les abîme, ce qui a clairement été le cas. Et ce n'est pas juste le toucher, sentir le tissu ou l'acheter pour l'exposer dans une vitrine. C'est le porter, l'abîmer, transpirer dedans, mettre du maquillage dessus. C'est tout aussi grave pour moi que si une célébrité avait décidé de porter le tailleur rose de Jacqueline Kennedy, taché du sang de son mari lors de son assassinat en 1963. Mais ça, c'est juste mon opinion. Alors par contre, si vous souhaitez voir les vêtements de Marilyn, les costumes de cinéma et autres objets lui ayant appartenu, je ne peux que vous conseiller de vous rendre sur le compte Instagram ou le site de Scott Fortner avec le nom Marilyn Monroe Collection ou le site internet de Greg Schreiner. Ces hommes et fans de Marilyn ont pu récupérer énormément de choses et en prennent tellement soin. Cette année, nous fêtons les 100 ans de la naissance de Marilyn Monroe, autrement connue par ses proches sous le nom de Norma Jean. Et j'ai beaucoup d'espoir pour ce qui va se passer cette année. J'espère que de beaux hommages vont avoir lieu et que les expositions mettront en lumière Marilyn la femme et non Marilyn la blonde pulpeuse que les studios et la presse nous ont vendue pendant des décennies. Pour ceux et celles qui sont à Paris, je ne peux que vous conseiller de vous rendre à la Cinémathèque à Bercy pour voir l'exposition consacrée à l'actrice du 8 avril au 26 juillet 2026. J'espère que dans les années à venir, nous aurons l'opportunité de pouvoir apprécier Marilyn Monroe pour sa juste valeur, admirer son talent, sa beauté simple, son esprit, et ne pas se concentrer sur des rumeurs qui sont déjà débunkées ou juste la victimiser. Marilyn était une femme forte, ambitieuse, pleine d'amour, et souhaitant recevoir tout autant. Elle était unique, et c'est comme ça que je veux m'en souvenir. On approche de la fin de cet épisode, mais j'ai envie de partager avec vous quelques livres que vous pouvez lire au sujet de Marilyn. Tout d'abord, je ne peux que vous conseiller la biographie de Donald Spoto. Et si vous aimez lire en anglais, je vous conseille les livres de Michelle Morgan, notamment Marilyn Private and Undisclosed, ainsi que les livres de Gary Vitako-Robles. Ce sont des livres complets qui ne se basent pas sur les on-dit ou les rumeurs, mais surtout sur les faits. Et j'espère que vous aussi, à travers ces lectures, mais aussi à travers cet épisode, vous verrez à présent Marilyn d'une manière différente. Je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté pour ce premier épisode de FabiPop qui était dédié à Marilyn Monroe. J'espère que cela vous a plu et vous a donné envie d'en découvrir un peu plus. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode consacré à une véritable icône de la pop. Saurez-vous deviner de qui il s'agit ? À très bientôt.